Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la seconde édition de la Masterclass Global Actors for Peace. Et nous sommes avec Muriel Ubeda-Sayar, qui est professeure agrégée de droit public à l'Université de Lille, directrice du Master 2 Justice pénale internationale et membre du Centre du droit international à l'Université de Paris-Nanterre. Nous souhaiterions tout d'abord vous entendre peut-être sur votre parcours. Sur mon parcours, j'ai fait une thèse de droit international public sur la coopération des États avec les juridictions pénales internationales. Donc, en fait, du droit international public appliqué à l'objet droit international pénal. Ensuite, je me suis spécialisée dans mes écrits sur les rapports entre violence et droit, et aussi sur les rapports de système, donc les relations entre les ordres juridiques nationaux, régionaux, internationaux. J'ai été maître de conférence d'abord à l'université, comme vous le disiez, de Nanterre, là où j'ai soutenu ma thèse. Et puis ensuite, j'ai passé l'agrégation de droit public que j'ai eue. Et j'ai choisi Lille comme affectation. Et ça doit être ma 5e année ou ma 4e année à l'université de Lille, où je dirige effectivement le Master 2 Justice pénale internationale. Voilà. C'est un très beau parcours. Donc vous êtes ici aujourd'hui dans le cadre de la masterclass et vous allez donc intervenir. Le sujet que vous allez présenter, c'est le système de sécurité collective des Nations Unies et en particulier les opérations contemporaines d'imposition de la paix. Ma première question concerne la coopération des États qui font l'objet de ces opérations de maintien de la paix. Est-ce que vous pensez que cette coopération est primordiale pour que ces missions soient une réussite ou pas forcément ? Alors en fait, il faut distinguer deux cadres juridiques. Les opérations de maintien de la paix classiques, nécessairement, elles interviennent avec le consentement de l'État du territoire. Donc c'est des opérations fondées sur le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Et de toute façon, une intervention ou d'une manière générale une action internationale qui peut se dérouler avec la coopération pleine et entière de l'État du territoire est toujours meilleure en fait. Parce que c'est l'État qui maîtrise évidemment, ce sont les pouvoirs publics de l'État, du territoire qui maîtrisent plus ou moins à la fois la population et l'ordre public sur le territoire. Donc bien évidemment qu'une bonne coopération des autorités nationales garantit un meilleur succès. Maintenant, dans les opérations d'imposition de la paix, basé sur le chapitre 7, par définition, il n'y a pas de consentement de l'État du territoire. On intervient parce que justement, l'État du territoire soit est l'auteur des atrocités, des violences, violations massives des droits internationaux humanitaires qui sont commis sur le territoire, soit parce que les autorités nationales ne sont plus en capacité de maîtriser le territoire, parce qu'il y a des groupes armés rebelles, des terroristes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, et qui donc des factions, en tout cas, armées, qui prennent le contrôle d'une grosse partie du territoire. Et dans ces cas-là, on peut avoir soit une intervention sollicitée, c'est-à-dire les autorités nationales sollicitent l'intervention de la part du Conseil de sécurité, soit une intervention subie, comme ça a pu être le cas, par exemple, en Libye. Donc oui, de toute façon, en droit international, la coopération des États, quand elle existe, ça fonctionne toujours mieux, de toute façon. Mais la question des opérations de maintien de la paix, c'est justement quand il n'y a pas de coopération des États. C'est là que c'est compliqué en fait à mettre en œuvre. D'accord. Et quel est le rôle des Nations Unies justement pour essayer de mettre en place une coopération des États à travers la médiation, la prévention en amont de l'éclatement du conflit ? En fait, vous savez, au droit international public, on est dans un ordre juridique décentralisé, donc on privilégie toujours les modes de règlement pacifique et différents qui sont le plus respectueux de la souveraineté étatique. Donc médiation, conciliation, négociation diplomatique, bons offices du secrétaire général, ce sont des procédés classiques de droit coutumier qui sont recensés par l'article 33 de la Charte des Nations Unies, et ce sont des procédés qu'on va toujours privilégier de prime abord parce que justement ils reposent sur le plein consentement des États concernés, et donc ce sont les procédés les mieux à même de respecter la souveraineté de l'État. Donc, du point de vue du maintien de la paix, la négociation internationale, l'enquête internationale, la médiation, donc ce genre de mécanismes de règlement pacifique différents, sont mis en œuvre dans un premier temps en général. Et on va inciter les États impliqués dans les conflits à recourir à ce genre de procédés. C'est le secrétaire général des Nations Unies surtout qui est porteur de ce qu'on appelle la diplomatie préventive et qui va pouvoir exercer ses bons offices et inciter les États à s'adresser aux envoyés spéciaux qu'il peut lui-même mandater sur
les territoires concernés. Je pense à un envoyé spécial en Birmanie, en Syrie. Je pense aussi à des envoyés spéciaux avec des thématiques plus génériques, des représentants du secrétaire général dans ces cas-là, type le représentant spécial sur la prévention du génocide ou le représentant spécial sur la responsabilité de protéger. Voilà. Ce sont des mécanismes d'alerte qui permettent en amont d'essayer de résoudre les situations de conflit avant qu'elles ne se cristallisent trop et qu'elles ne conduisent évidemment à des atrocités de masse. Alors, on a une dernière question qui est peut-être un petit peu plus épineuse. Comme vous le savez sans doute, l'ONU a été touchée par divers scandales lors des dernières années, notamment corruption. Il y a eu le cas de l'ancien ambassadeur à l'ONU d'Antigua et Barbuda, qui a été également président de l'Assemblée générale de septembre 2013 à septembre 2014. Donc c'est Josh H, qui a été inculpé aux États-Unis, qui a d'abord été accusé d'avoir reçu des pots de vin pendant sa présidence à hauteur de 1,3 million de dollars. Donc il a été inculpé depuis. Et ensuite, il y a aussi le problème, les accusations d'agression sexuelle par les casques bleus dans de nombreux pays, dont Haïti, le Mali, la Centrafrique. Est-ce que vous pensez que ces scandales remettent un petit peu en cause la crédibilité et la crédibilité de l'ONU à intervenir justement sur les opérations de maintien de la paix? Bon. Évidemment que si les scandales n'existaient pas, le monde se porterait mieux. Maintenant, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il faut remettre en cause la légitimité et la crédibilité des opérations de maintien de la paix d'une manière générale parce qu'il y a des exactions commises par certains des membres? Je n'en suis pas sûre. Les délits ou les crimes dont vous parlez sont des choses qui existent aussi dans les forces armées nationales. Et rappelez-vous que les casques bleus ne sont que finalement des personnes mises à disposition. L'ONU ne dispose pas de sa force militaire en propre. Pas plus que de son état-major. Donc, ce sont des scandales qui existent au niveau des armées nationales. Les questions de corruption, de pots de vin reçus par des diplomates, ça existe aussi au niveau national. Alors après, plutôt que de savoir si ça remet en cause la crédibilité, je pense qu'il est vrai que l'ONU, en tant qu'organisation internationale, a un devoir d'exemplarité quand elle intervient comme ça en territoire étranger. Donc, ce qui serait pertinent, c'est de mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanctions efficaces de ces déviations de comportement. Sur la corruption, par exemple, il y a des études en ce moment qui sont menées par la Commission de droit international sur les immunités de juridiction pénale des hauts représentants de l'État en exercice et qui permettraient, vous voyez, de poursuivre que des juridictions pénales d'un État poursuivre de tels représentants étrangers accusés de faits de corruption. Donc il y a une volonté comme ça d'exercer de manière extraterritoriale la compétence pénale, et la sanction pénale, ça peut être un bon moyen, bien sûr, de réprimer ce genre d'infraction et de montrer que l'ONU fait tout pour éviter que dans ses rangs, il y ait ce genre de comportement criminel. Quant à la répression des comportements des militaires, bien évidemment qu'il faut mettre en place ce qui se passe dans les armées nationales, à savoir des enquêtes et des poursuites juridictionnelles, qu'elles soient exercées par les juridictions de droit commun ou par des juridictions spécialisées. C'est ça qui décide un petit peu ce qu'il leur entend faire. Et puis évidemment qu'il faut condamner ce genre de comportements s'ils sont avérés. Après, ce qui m'ennuie toujours dans ce genre de scandale, c'est l'instrumentalisation qu'on en fait pour essayer de saper finalement le multilatéralisme et la sécurité collective. Rappelons-nous quand même qu'avant le système de sécurité collective, la communauté internationale ne se portait pas mieux. Le système de la Société des Nations, ça a quand même donné lieu à pas mal d'impuissance face à un grand nombre de conflits et d'exactions et de morts de millions de civils. Donc, c'est pour ça que je suis toujours un peu réticente, si vous voulez. Il ne faut pas faire feu de tout bois, je pense. Les scandales doivent être dénoncés. Les responsables doivent être évidemment poursuivis, mais ce n'est pas une raison pour remettre en cause l'ensemble de ce qu'on essaye de faire depuis 1945 et qui évidemment est perfectible. Mais après tout, les Nations Unies ne sont que la création des États. Je veux dire, pour améliorer les procédures de contrôle et de sanctions au sein des Nations Unies, il suffit que les États membres des Nations Unies le veuillent bien. Donc c'est aussi aux États de prendre leur part de responsabilité. Le droit international, ça n'est que la créature de l'État, finalement. Donc voilà, je pense que je serai assez mesurée, en fait, dans ma réponse. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Professeur, j'espère que vous avez apprécié cet échange. Tout à fait. Et que vous apprécierez également votre participation à la masterclass. Mais j'en suis sûre.
et que peut-être l'année prochaine, vous serez avec nous pour la 3e édition. Eh bien, j'espère être invitée. Merci beaucoup à vous. Merci.